Encore une nuit chargée de violence. Un homme a été littéralement égorgé au cours d'une attaque. Il a été transporté au CHU. Son pronostic vital est engagé. Malgré la visite du ministre de l'Intérieur, la violence ne faiblit pas en Guadeloupe. En 2030, la population guadeloupéenne aura vieilli. Avec notre culture de demeurer à domicile, la vie des familles guadeloupéennes consommera beaucoup d'aidants familiaux. Nous ferons connaissance avec ces petites mains qui font le quotidien des grands-parents ou des personnes handicapées. Ils étaient inquiets depuis 2015, ils n'avaient pas touché leur bourse. Le président de la région a pris en compte les doléances des élèves infirmiers et a payé. Il les a rendus visite cet après-midi. Désormais, la région se veut un interlocuteur crédible. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons cette édition avec les nouvelles du temps. La Guadeloupe a été placée ce soir en vigilance jaune pour forte pluie. Soyez donc prudents si vous devez emprunter les routes ce soir. Et puis, la nuit dernière aura été active pour les forces de police. 2 cas de violence ont été signalés, dont l'agression d'un homme égorgé dans le quartier de Morne-Fleury aux Abîmes. Les précisions tout de suite de Karen Diam. Braquage, agression à l'arme blanche, la nuit passée n'aura pas été de tout repos pour les forces de l'ordre. Au courant de la nuit, il y a eu des violences avec armes blanches, donc plus particulièrement au niveau de Morne-Fleury. Donc il y avait un individu qui dînait tranquillement chez lui et plusieurs individus sont venus importuner et ces individus étaient armés. Donc lui, pour se défendre, il a eu un couteau et puis il a poignardé au niveau de la gorge un des individus. Par la suite, nous avons eu un braquage à Bergevin, à Royal Pizza. Et ce braquage, il y a eu un préjudice de 200 €. La nuit d'avant, il y a 2 jours, nous avions eu 4 victimes qui étaient dans leur domicile. Ils ont été braqués dans leur domicile. Donc il y a eu un préjudice, une caméra et un ordinateur. Donc les individus étaient venus pour récupérer de l'argent et des bijoux. Comme les victimes ne sont pas laissées faire visiblement, donc il y a eu des coups de feu, il y a eu un blessé au genou et un au tibia. Des faits de violence qui surviennent 3 jours seulement après le départ du ministre de l'Intérieur. C'est vrai que les faits de violence continuent, d'autant que quand on sait que ce ministre n'a rien amené de plus au niveau du département, parce qu'il a annoncé 87 effectifs. Donc dans ces effectifs, il faut compter 40 fonctionnaires titulaires et 47 adjoints de sécurité. Les adjoints de sécurité n'ont pas vocation à sortir seuls sur la voie publique. Donc aujourd'hui, ça crée déjà un problème parce qu'il y a un nombre important d'adjoints de sécurité qui font un travail remarquable, en l'occurrence. Néanmoins, ces adjoints de sécurité sont tenus de sortir sur la voie publique avec les titulaires. On se dit que le compte n'y est pas, sachant qu'à Basse-Terre, il faudrait 30 fonctionnaires pour que le commissariat puisse fonctionner normalement, une vingtaine à Capesterre-Belle-Eau et une soixantaine pour la compagnie départementale d'intervention. Donc nous avons fait savoir au ministre de l'Intérieur que nous n'étions pas satisfaits, nous avons fait part de notre déception. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est que oui, effectivement, les écoles ont repris les recrutements à tour de bras et que pour l'instant, c'est tout ce qu'ils peuvent mettre à notre disposition. En attendant, à la fin de l'année, 12 nouveaux fonctionnaires viendront renforcer les effectifs déjà en place. 165 gendarmes et policiers d'ici 2018. C'est la promesse de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur pour la Guyane. Au lendemain de son départ, les syndicats de police dénoncent des annonces qui ne tiendraient pas compte de la situation d'urgence du département. Reportage, Jonathan Lariot, d'ATV Guyane. Hier encore, le Premier ministre Bernard Cazeneuve se promenait dans les villes de Cayenne. Son passage en Guyane aurait été marqué surtout par ses discours nombreux. Mais les annonces, bien que nombreuses, sont loin d'avoir approché les attentes des forces de police sur le territoire. Entre 2016 et 2018, 105 gendarmes supplémentaires viendront renforcer les effectifs présents en Guyane. 15 d'entre eux sont arrivés déjà le 1er septembre. 90 gendarmes arriveront d'ici 2018 répartis de la manière suivante. 60 seront affectés ici en permanence. Nous affecterons 12 gendarmes supplémentaires aux fonctions de police judiciaire de la gendarmerie. Et enfin, 4 gendarmes supplémentaires rejoindront l'OCRTIS. 9 sous-officiers seront affectés dans les 3 psych de Guyane, Kourou, Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni, qui seront labellisés en psych Sabre. Le problème, une attente beaucoup trop longue pour des forces de police déjà à bout de souffle.
Ce n'est qu'en 2018 que la totalité des effectifs annoncés seront affectés en Guyane. Au regard de la situation actuelle en Guyane, nous nous attendions à un plan actuel immédiat, pas un plan sur du moyen, voire du long terme. Ces effectifs-là nous permettraient, l'apport d'effectifs nous permettrait de répondre immédiatement aux besoins non seulement des policiers, mais également de la population guyanaise. Nous pensions que la venue du ministre nous apporterait concrètement, immédiatement des effectifs et non, malheureusement non. Comme au quotidien, les policiers guyanais essaient de se débrouiller, de répondre aux attentes de la population, chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que des fois ils font appel à nos services, mais il n'y a pas de patrouille disponible. C'est un fait. 2 ans d'attente, 2 années pendant lesquelles la police municipale devra encore jongler avec le peu d'effectifs pour pouvoir intervenir sur le terrain. Imposer du bénévolat en échange du RSA a été jugé illégal par le tribunal administratif de Strasbourg. Ce jugement fait suite à la demande du conseil départemental du Haut-Rhin qui souhaitait contraindre les allocataires du revenu de solidarité active de travailler bénévolement 7 heures par semaine en échange du versement de leurs allocations. Êtes-vous favorable à l'idée que le versement du RSA soit conditionné à l'accomplissement d'actions de bénévolat? Karen Diama et Nathalie Dinan vous ont posé la question. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, au lieu que les gens restent là à ne rien faire. Je pense qu'il vaut mieux leur donner quelque chose pour les occuper, quoi. Moi, personnellement, citoyen guadeloupéen, je dis que oui, les gens devraient donner quelque chose à la population et comme ça, bon, ça éviterait beaucoup de déviance, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher de l'argent à ne rien faire quand même. Je suis d'accord. C'est le bénévolat, mais c'est très bien, c'est un complément. Un complément pour leurs activités, leur vie et tout, c'est normal. Hein? RSA, au lieu de rester assis à ne rien foutre et moi à travailler toute vieille à mon âge, vous allez mettre foutre quand même. Hein? Eh bien, excusez-moi. Hein, mais enfin, en tout cas, vous êtes d'accord? Oui, entièrement. À toute la population, tous ceux qui demandent le RSA, qu'ils travaillent à côté pour compléter. Au lieu d'aller voler et faire autre chose. Ou des enfants, trop d'enfants, pour avoir les allocations. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que si vous touchez l'argent, c'est que vous ne pas travailler, vous ne pas faire rien. Ça qui paie, fait bénévolat paie, mais ce n'est pas tout le monde qui paie. C'est ça. Moi, un peu dire un mot. Parce que moi-même, moi, à la retraite, et je dis, je ne peux pas bouger la retraite. Si je ne peux pas bouger la retraite, je peux faire un petit bénévolat, je peux sans problème. À occuper d'un monde qui peut âgé qui pisait un coup de main pour y manger, faire un petit ménage en partant. Les étrangers arrivent, ils n'ont pas besoin de travailler pour qu'ils puissent toucher quelque chose. D'accord? Et on dit que la violence vient de la Guadeloupe. Non, la violence vient des gens qui viennent ailleurs et ils s'installent sans rien foutre. Et voilà quoi. C'est une bonne solution. Au moins qu'ils participent un petit peu, ça peut être pas mal. Bon, de là, tant qu'il ne fait rien, bon, il peut aider. Hein? Oui, c'est bien. Pourquoi pas? Je sais pas, je suis un peu mitigée, mais moi je dis oui. Ça va les permettre de sortir par rapport au RSA, ils sont figés sur eux-mêmes. Je pense que ça va permettre une évolution au niveau des gens, peut-être ça peut être chez les personnes âgées, ça peut être dans une pâtisserie, enfin je sais pas moi, dans diverses... je sais pas. Pourquoi? Mais tu au travail, de suite. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais bon, pourquoi on les obligera à donner 7 heures de bénévolat? Ils ne seront peut-être pas trop d'accord. Oui, ils ne seront pas d'accord, mais là n'est pas la question. On te donne de l'argent, un minimum c'est de dire merci. Tu dis merci comment? Tu donnes quelques heures de ton temps. 56% des jeunes Guadeloupéens de moins de 25 ans n'ont pas de travail. Pour les aider à s'insérer dans la vie active, il existe une structure installée chez nous depuis 1991. La mission locale, son siège est situé aux Abîmes. Max Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de cet établissement. Alors, hier soir, nous avons parlé dans notre édition de ce dispositif permis de conduire lancé avec la ville de Sainte-Anne. On sait comment ce sésame est important pour obtenir un emploi. Est-ce que ces conventions sont nombreuses en Guadeloupe? Est-ce que les communes sont nombreuses à jouer le jeu? Je crois que les communes sont de plus en plus intéressées par un tel dispositif. Permis pour l'emploi permet justement
aux jeunes d'accéder au permis de conduire, mais sans véritablement rien faire. C'est pas dire qu'ils vont rien faire, ils ont retenu le permis de conduire. Donc, les conditions, c'est que nous les préparons à l'emploi. Nous avons un dispositif qui s'appelle 1000 initiatives emploi, qui permet de faire un certain nombre d'ateliers, de prestations qui permettent aux jeunes justement d'aller progressivement vers l'insertion professionnelle. Combien de communes ont déjà signé cette convention en Guadeloupe? Actuellement, nous avons déjà travaillé avec 5 communes déjà, dont je peux les citer quand même, Petit-Bourg, et nous avons Sainte-Rose et bien sûr le Lamentin et Capesterre en ce moment, où il y a 40 jeunes qui sont dans ce dispositif avec les partenaires traditionnels de la mission locale. Max Laurent, est-ce que vous avez le sentiment que les élus locaux s'intéressent suffisamment à la mission locale, l'unique structure de ce type qui s'occupe des jeunes pour l'insertion entre 16 et 25 ans? Moi, je dis simplement qu'il faut passer du dire au faire. Nous savons que la politique s'intéresse beaucoup à la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Et je crois que de plus en plus, les élus, les jeunes élus surtout, sont véritablement engagés dans cette bataille-là. Et donc, les propositions doivent suivre. Et donc, c'est ces propositions que nous devons mettre en œuvre activement avec les partenaires sur le terrain pour permettre justement d'aller plus loin. Oui, les communes s'engagent de plus en plus, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment avec les communautés d'agglomération et les autres collectivités pour qu'on aille plus loin. Vous faites référence aux jeunes élus et les anciens alors? Les anciens sont dans leur logique, tout à fait. On travaille depuis longtemps avec les anciens, mais je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut une nouvelle dynamique. Il faut relancer la mécanique. Il faut rechercher de la cohérence, de l'innovation. Et bien sûr, quand on a 14 000 jeunes sur un territoire, je crois qu'en difficulté, donc je crois qu'il est nécessaire que toutes les forces se réunissent pour ça. C'est un appel que vous lancez quelque part aussi ce soir aux élus qui nous regardent? Absolument, absolument, puisque je crois qu'il est possible de faire mieux. Il est toujours possible de faire mieux. Nous avons toujours en tête qu'il faut mettre en place une valeur ajoutée qui permette à chacun d'évoluer. Donc, ce qui veut dire que les 2000 emplois que nous réalisons chaque année, les 2500 formations chaque année, ainsi que la création d'entreprises, nous avons des dispositifs très intéressants pour ça, le groupement de créateurs, nous avons le parrainage, nous avons un certain nombre de dispositifs. Je crois qu'il est possible de réaliser quelque chose. Justement, pour bien comprendre, de quels moyens disposez-vous pour accompagner ces jeunes vers la vie active? Bien. Depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, nous sommes en train de travailler pour améliorer justement notre organisation. Il faut une meilleure organisation, simplement interne au niveau de la mission locale. Je l'avoue qu'il faut absolument qu'on nous donne plus de moyens pour pouvoir mettre en place cette organisation. Comment ? Financiers? Moyens financiers, moyens logistiques, tout ce type de moyens qui nous permettent d'avancer. Mais il faut aussi qu'il y ait une mutualisation. Mutualisation, c'est-à-dire que les partenaires se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des plans d'action cohérents sur le territoire de la Guadeloupe. Les offres de formation changent d'un département à un autre concernant les missions locales. Certains trouvent que celles de la Guadeloupe ne répondent pas aux aspirations de la jeunesse, qu'en clair, elles ne font pas rêver. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, à ce niveau-là, je vous répondrai que le rêve, il appartient à tout le monde, à chacun d'entre nous, de faire en sorte que les conditions se mettent en place pour qu'on puisse rêver. Nous avons sur le territoire de la Guadeloupe, bien sûr, des besoins. Mais est-ce que ces besoins sont cohérents par rapport justement au profil des jeunes? Aujourd'hui, la posture des jeunes a évolué. Le profil des jeunes a évolué. Ça veut dire qu'ils ont des attitudes de représentation qui sont en décalage, souvent avec certaines réalités, pas toujours, certaines réalités. C'est-à-dire, expliquez-nous. Il faut construire. C'est-à-dire que le jeune, aujourd'hui, du fait du manque d'expérience, du fait du manque de travail, se trouve un peu désœuvré. Il a besoin d'être accompagné, d'être aidé dans son parcours d'insertion. Il a besoin de plus de propositions, plus de solutions. Donc, par conséquent, lorsqu'on est dans une situation économique difficile, où actuellement trouver un travail devient un parcours de combattant, on se retrouve face à des murs, face à des difficultés fondamentales concernant sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je ne justifie pas la violence, on peut avoir une attitude différente de celle qui existait auparavant, dans la mesure où auparavant il y avait plus d'emplois. Vous faites référence aux murs. Quels murs? Quels sont ces murs? Le mur, c'est le développement économique. Le mur, c'est s'avancer progressivement
dans un parcours d'insertion, dans une formation ou dans un emploi, et dans une formation professionnelle, et constater par la suite qu'on ne peut pas exercer ce qu'on a appris. Ça, c'est un mur. C'est un mur qui est absolument dur à franchir. Quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser? Aujourd'hui, si j'ai envie de trouver un emploi, je suis un jeune de 25 ans, je dois absolument faire une formation dans ce secteur pour être sûr de trouver un emploi. Moi, j'ai envie de vous dire que tous les secteurs d'activité sont porteurs d'emploi. Il suffit simplement d'être motivé et d'être déterminé. Mais aujourd'hui, nous avons aussi certains secteurs qui sont plus porteurs d'emploi que d'autres, comme l'économie sociale et solidaire, comme le tourisme, même le bâtiment. Encore même s'il est en difficulté, ce secteur en Guadeloupe. Même s'il est en difficulté, mais je crois que là aussi, il nous faut des spécialistes, il nous faut des personnes capables de créer, d'imaginer, de créer autre chose que ce qui existe maintenant. Mais il faut surtout un développement économique, un développement social et économique. Max Laurent, on va justement y venir. Ça fait une vingtaine d'années que vous pilotez cette structure. Les chiffres du chômage n'ont pas diminué, 56%. C'est un chiffre plutôt affolant. Comment expliquer cette situation en Guadeloupe qui perdure? On n'arrive pas à enrayer le chômage des jeunes. On n'arrive peut-être pas à enrayer le chômage des jeunes, mais on y travaille très sérieusement. Et je crois que depuis plusieurs années, on a fait un certain nombre d'efforts. On a quand même mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent à certains de s'insérer. Il ne faut pas dire que l'emploi n'évolue pas. Je crois que la situation économique est difficile et il est de plus en plus difficile d'accéder à l'emploi. Mais je crois qu'il y a des jeunes qui trouvent des emplois durables ou non durables sur le territoire de la Guadeloupe et cela, il faut les valoriser. Nous avons depuis plusieurs années des exemples. Nous avons un certain nombre de jeunes qui créent leur activité. Mais les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'un accompagnement ferme et sérieux qui permette à chaque étape de leur parcours d'être véritablement rassurés et qui leur permettent de se motiver davantage. Il y a à peu près un an, vous aviez déclaré que tout est possible, rien n'était possible aux jeunes qui veulent y arriver. Est-ce que vous avez conservé intact votre optimisme? Je suis plus que jamais déterminé, chère dame. Je suis plus que jamais déterminé, puisque rien, à mon avis, n'est impossible. Le jeune qui veut réussir peut réussir. Il doit sans cesse s'orienter vers ses rêves. Les rêves sont importants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le rêve est important. Aucun rêve n'est impossible à atteindre. Il suffit simplement d'en vouloir très sérieusement, de se motiver et d'être bien sûr accompagné. Je demande à tous nos partenaires, que ce soit collectivités, que partenaires institutionnels, de nous accompagner nous-mêmes, mission locale, dans cette démarche qui, à mon avis, est essentielle pour notre pays Guadeloupe. Merci Max Laurent d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Eux perdaient espoir de percevoir leur bourse d'étudiants. Après un an d'attente, ils ont finalement touché leur premier versement grâce à l'action d'Harry Chalus. Le président de région a tenu d'ailleurs à les rassurer en venant directement à leur rencontre à l'Institut de formation des soins infirmiers de la Guadeloupe au CHU. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. Il a tenu à son engagement. Le président de région, Harry Chalus, a rencontré les élèves infirmiers et le personnel de l'IFC. Il aura pris le temps de mieux identifier leurs besoins. Nous nous sommes rendus compte que depuis quelque temps même, il y a eu un retard. Nous avons pu dégager ces 4,9 millions. Tout de suite, nous allons signer la convention pour verser les 1,9 million, c'était pour le fonctionnement de l'IFC. Mais cette rencontre était plutôt pour pouvoir rassurer les élèves parce qu'il y a eu du retard dans le versement de la bourse des élèves de 2015 et de 2016. Par contre, je pense que nous avons des choses à voir concernant l'inscription. Il n'est pas normal que ces jeunes payent une inscription à l'IFC et payent une inscription à l'université. Nous allons travailler dessus pour trouver une solution. Et les autres jeunes qui n'ont pas droit à l'aide régionale parce que ces jeunes sortent du milieu du travail, nous allons aussi voir comment pouvoir accompagner ces jeunes qui veulent passer leur examen d'infirmier à réussir. Quand vous arrivez dans ces bâtiments, vous voyez un peu l'état de vesticité où ces jeunes reçoivent leur enseignement. Je dis qu'ils sont vraiment courageux. Un échange rassurant pour ces étudiants restés longtemps dans l'attente du versement de leur bourse. Ils l'ont souligné, leur niveau de ressources est reconnu insuffisant par rapport au coût de la formation. 151 versements ont été réglés en fin du mois dernier. Rassurés, oui, parce que nous avons eu nos bourses. Nous serons rassurés quand nous aurons nos bourses pour l'année 2016-2017. De toutes les manières, nous nous organisons en association. Donc une association d'étudiants en soins infirmiers a été créée par les deuxièmes années, donc les Fantastiques.
pour pouvoir pallier à certaines demandes et pour pouvoir nous faire entendre plus rapidement. En fin de visite, Harry Chalus s'est engagé à accompagner la formation aux soins infirmiers dans son développement. Il prévoit la construction d'une école spécialisée dans le secteur sanitaire et social. La Guadeloupe sera le département le plus âgé de France en 2030. Avec ce vieillissement annoncé de la population, le rôle d'aidant familial pourrait prendre une dimension toute particulière. Un nouveau métier pourrait d'ailleurs ainsi voir le jour. À l'occasion de la Journée nationale des aidants familiaux, nous avons souhaité en savoir plus sur ces personnes prêtes à se sacrifier pour aider un proche. ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Jacques Canneval. En 2030, alors que la population guadeloupéenne aura vieilli, beaucoup de couples ressembleront à celui que forment Monsieur et Madame Poujol. Ils voudront couler des jours heureux et profiter de la résidence familiale bâtie au cours de leur vie active. Mais pour demeurer à domicile, il faut de l'aide. Et les premiers à être mis à rude contribution, ce sont les enfants qui se retrouvent de facto à exercer une vraie profession, celui d'aidant familial. Le matin, je vais dans mon jardin. Je pars depuis à 6 h du matin. Et je retourne vers 10 h. Là, ben, la journée, je ouvre les linges, je lave. Parfois, quand les enfants ne sont pas là, je fais cuire à manger. L'après-midi, je me repose, soit je fais de la couture, ou bien j'épluche le café. Je fais toujours une petite activité l'après-midi. Et bien, les enfants s'occupent de la maison. Ce sont eux qui s'occupent de moi, de mon mari. Dans ce grand jeu où se mêlent affection et solidarité, chacun a un rôle bien défini et la rigueur est l'élément fondamental du succès de l'entreprise. Aider des parents âgés à rester à domicile est loin d'être une sinécure. Nous sommes organisés. Donc, comme ma soeur n'est pas là, je suis là. Quand je ne suis pas là, il est là. Donc, on s'organise, voilà. C'est pas difficile. Et puis, étant donné que c'est notre parent, donc ça nous fait du bien de les voir tous les deux. Donc, on est heureux. Ça les permet effectivement de voir les petits-enfants. Parce que quand les enfants sont là, ils s'amusent. Surtout mon père, qui, parfois les engueule aussi. Et ça fait du bien aux enfants aussi, de voir leur grand-père. Parfois, il y a des moments où, quand il est bien, il leur raconte des histoires. Comment il était, en temps longtemps, ce qu'il faisait avec ses parents. Et ça fait du bien aux enfants aussi. Un tel investissement serait difficile à admettre s'il ne sous-tendait une volonté, celle de garder un lien puissant de la base au sommet de la pyramide familiale. Et la ville de Morne-à-l'Eau a organisé aujourd'hui un village des associations sur la place centrale Gerty-Archimède. L'idée était de proposer de nombreuses activités aux personnes âgées afin d'éviter l'ennui et rompre l'isolement. Reportage Jacques Canneval, Moïse Dexter et Patrick Curie. La place Gerty-Archimède était placée sous le signe de la Semaine Bleue. Des dizaines d'associations invitées par le Centre communal d'action sociale de Morne-à-l'Eau se sont rassemblées autour d'un même objectif, éviter l'isolement des personnes âgées, surtout celles qui entendent rester à leur domicile. Le premier objectif, c'était, comme je disais tout à l'heure, faire se rencontrer les associations parce que souvent, chacun travaille un peu dans son coin. Et l'idée, c'était de mettre ensemble les gens, mettre du lien dans les associations de façon à optimiser le service qui est rendu aux personnes âgées et aux seniors. Et puis, dans un deuxième temps, nous devions également d'informer les gens. Et nous avons choisi de travailler sur la question des mesures de protection. Et à cette occasion, nous avons invité 2 personnes, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et puis un mandataire judiciaire de l'UDAF. Parce que plus nous avançons dans nos activités professionnelles, plus nous nous rendons compte que dans beaucoup de situations, s'il y avait une mesure de tutelle, le travail des professionnels sera rendu plus facile. La formule associative permet de mieux prendre en compte la problématique des personnes âgées. Au sein d'Anime Senior Plus, le souhait est de toucher les aidés dans toutes les communes de l'archipel
et la variété des activités mises en place peut y contribuer. Les retraités, à partir des retraités actifs qui viennent prendre la retraite, donc on essaie de proposer des activités pour les associations ou même à leur domicile, et surtout aussi pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc le but, c'est d'apporter notre concours, d'apporter en fait des solutions contre l'ennui, contre l'isolement, contre le laisser aller aussi bien souvent. Voilà, nous c'est vraiment essayer d'embellir le quotidien. Morne-à-l'Eau, la commune organisatrice de ce village des associations, compte sur l'association La Rose des Aînés, 23 ans d'existence autour d'une seule et même ambition, montrer qu'un âge vespéral n'est pas synonyme de tristesse. Je dirais que c'est une association intergénérationnelle puisque nous avons des gens qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas. Et elles sont âgées entre 42 jusqu'à 49 et jusqu'à 90. Nous sommes très occupés, nous tous. Moi, je suis la présidente, mais vous savez ce que c'est qu'une présidence. Je suis vraiment très heureuse de voir toutes mes adhérentes en bonne santé pour l'instant. Et je pense que, comme j'entends, elles viennent aussi me le dire, heureusement que nous avons la Rose des Aînés pour nous sortir de se faire sortir. Ce village des associations a aussi abordé des questions délicates, les mesures à prendre lorsque les facultés mentales donnaient des signes d'altération. Et la ville de Sainte-Rose poursuit ses visites chez les personnes âgées qui ne sont plus en mesure de se déplacer. Des rencontres émouvantes auxquelles Karen Diama a pu assister. Si l'on devait désigner au cours de cette semaine bleue l'action la plus originale et aussi la plus généreuse, ce serait sans doute cette décision de la municipalité de Sainte-Rose de rendre visite aux personnes âgées dépendantes dans toutes les sections. Et le petit présent remis au passage ne pouvait qu'agrémenter l'instant. C'est une occasion comme une autre. Et vous savez bien que nous sommes plus jeunes, mais nous aimons les personnes âgées. Et c'est pour cela que Madame le maire a mis en place ce système pour qu'on puisse aller rendre visite au moins une fois dans l'année aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. On amène confort, moralement, plus un petit présent du maire qui restera un souvenir en quelque part. Le cœur d'André Opa, 89 ans, seul tout au long de l'année, s'est allumé devant cette visite quasiment inattendue. Je suis très contente, très. C'est pourquoi je lui remercie le papier pour montrer qu'elle est compatissante. Elle aime les personnes âgées. La journée, je reste là. Je fais des dessins. Voilà. Et c'est ainsi que je passe mon temps. Étant donné que c'est autonome, je prépare le petit déjeuner. Et ma nièce m'apporte de quoi manger, ma nièce. C'est elle qui est responsable de moi. Tout au long de la semaine, les habituels oubliés de la vie recevront la visite de l'équipe municipale. Gageons que toutes ces familles attendront la prochaine semaine bleue avec une certaine gourmandise. Un reportage signé Jacques Canval, Patrick Curie et Moïse Dexter. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, ils tapent sur des bambous. Les agents des routes de Guadeloupe tentent d'éliminer cette espèce devenue envahissante à la traversée. Et puis Octobre Rose rime avec espoir et soin du corps. Rencontre avec ces femmes qui font un pied de nez au cancer. Et le village des seniors organisé par le conseil départemental a ouvert ses portes aujourd'hui au WTC de Jarry. À Bemao, Karen Diama et Nathalie Dinan étaient sur place. Parce que les personnes âgées ont davantage besoin de liens que de biens, le conseil départemental en charge de ce public a choisi pour parrain le jeune Dali et pour marraine sa grand-mère Georges Tarrer. Un binôme qui traduit bien le message diffusé pour cette semaine bleue. Être marraine, surtout en compagnie d'un jeune qui est mon petit-fils, un de mes petits-fils, c'est quelque chose d'immense. Ça nous permet de confondre nos idées. Et aussi bizarre que cela paraisse, en discutant avec Dali, il a souvent les mêmes points de vue que moi. Par conséquent, la raison n'a pas d'âge. Il est important de rétablir aussi le dialogue. Et
La communication quand même, elle est coupée. On ne va pas se mentir. La communication, elle est coupée par rapport ne serait-ce qu'à nos parents, où le dialogue ne se passe plus comme s'il aurait pu être. Il n'y a plus de dialogue. Et nos aînés ont la particularité de savoir écouter et ne pas tout de suite juger. Donc c'est peut-être pourquoi pas recommencer par là pour pouvoir justement établir le dialogue avec nos parents. Commençons par les aînés et on va arriver aux parents. Les adultes oublient qu'ils ont été Exactement, jeunes. qu'ils ont été jeunes. Moi je sais que les conneries que j'ai faites quand j'étais petite, que mes parents ne soupçonnaient pas. Et puis nous jugeons tout de suite un jeune. On juge un jeune à son look. Préjugés. On a des préjugés. Un binôme inattendu pour certains, évident pour Josette Borel l'incertain. La présidente du département sillonnait les allées du village senior. Elle y a trouvé son bonheur. Je suis dans la phase où il faut s'occuper de soi, il faut prendre soin de soi et il faut se dire, c'est une étape dans la vie. Chacun de nous, on grandit, on est adolescent, on est adulte, on avance dans l'âge et on devient senior. Donc il faut aussi dire que ce n'est pas une maladie et que c'est au contraire, quand on regarde les personnes âgées, quand on regarde les personnes qui se sont présentées dès 8 h du matin ce matin, on les voit avoir envie de vivre, envie de profiter. À l'occasion du lancement du salon, la présidente en a profité pour présenter le roi et la reine de la Semaine Bleue et leur offrir une croisière pour deux. Vieillir dans de bonnes conditions, adapter ses activités, son alimentation à son âge, comment éviter les arnaques, autant de sujets qui seront débattus en conférence demain à partir de 9 h 30 au WTC, en plus de la visite des nombreux stands. Le cancer n'est pas toujours synonyme de fatalité. Certaines femmes bien décidées à en découdre avec la maladie prennent même davantage soin d'elles. Linda Kayarsi a rencontré l'une d'elles. Regardez son reportage. Liliane est en rémission d'un cancer du sein. Pour gommer les marques de la maladie et les traitements, rendez-vous chez son esthéticienne. Pour qu'on me dessine des sourcils parce que je n'en ai pas. C'est déjà quelque chose de tellement difficile à supporter, à se remémorer. Donc tout ce qu'on peut faire pour essayer de ne plus y penser est bienvenu. Le soin esthétique, pour lequel elle a opté, le hair stroke, un maquillage permanent des sourcils. J'ai toujours fait attention à mon apparence extérieure, si bien que tous les gens qui me connaissent me disent « Ah ouais, tu es toujours élégante, toujours bien ». Je sais pas, moi je pense que c'est une question de politesse vis-à-vis des gens, de ne pas se montrer décatie, fatiguée. C'est ma façon d'appréhender la vie. Très en vogue, de nombreuses femmes au profil de Liliane ont recours à ce soin esthétique. Ici, cancer et féminité se conjuguent pour aider les femmes à se sentir plus en accord avec leur image. J'ai eu des clientes justement qui revenaient de chimio et qui me disaient « mais pourquoi on ne savait pas ça avant ?» Même si elles perdent leurs cheveux, maintenant il y a toujours des moyens de combler, mais par rapport aux sourcils, c'est très très important. Donc du coup maintenant on a une vraie solution à leur apporter et elles peuvent le faire avant. Donc comme ça pendant tout le processus de guérison, elles peuvent toujours garder cette féminité des sourcils. Ce n'est pas la première fois que la retraitée a recours à ce maquillage permanent des sourcils. Pourtant, les interrogations subsistent avant de passer en cabine. Quelle teinte choisir pour dessiner ses sourcils? La technique employée est-elle douloureuse? Aïda se veut rassurante. Sur la technique d'hyperréalisme de maquillage permanent, on va essayer des teintes qui se rapprochent le plus de la carnation de la cliente. Donc je vais essayer 2 teintes se rapprochant, on va les laisser évoluer dans la peau et on verra comment votre mélanine personnelle réagit. Et à ce moment-là, on prendra la couleur qui se rapproche le plus. Pour des raisons d'hygiène, le tournage s'arrêtera ici. Après 45 minutes de prestation en cabine, le résultat est très réaliste et tout en subtilité. Liliane a le sourire. Pas mal du tout. Je me disais, bon, mais je n'ai pas demandé combien de temps ça va durer, à quelle heure je vais sortir d'ici. C'était ma préoccupation principale. Je suis satisfaite du résultat, mais oui, parce que, bon, d'abord j'avais regardé le tracé me convenait, et puis le résultat, il a suivi le tracé, c'est bien. Avant de repartir, quelques conseils pour prendre soin de ce regard permanent, illuminé de femmes.
Donc il faut pendant la semaine ne pas aller au soleil, ne pas se baigner, pas de sauna, pas de hammam, éviter le sport sauf si vraiment on met quelque chose sur les cheveux, qu'il n'y ait pas du tout de bactéries qui rentrent à l'intérieur pour une cicatrisation vraiment parfaite. Ensuite, on s'hydrate le plus possible. Plus la peau sera hydratée, plus le résultat sera joli. Et donc ensuite, la cliente revient 3 semaines plus tard. Et là, s'il y a des endroits où la peau n'a pas pris, là, je réintroduis un peu de pigment pour que ça puisse tenir à peu près 3 à 5 ans. Aujourd'hui, la lutte contre le cancer passe aussi par la beauté. Se faire belle devient thérapeutique. Implanté il y a une quarantaine d'années le long des routes afin de limiter l'érosion et de stabiliser certains terrains, le bambou est devenu une espèce envahissante en Guadeloupe. Route de Guadeloupe a d'ailleurs décidé de procéder à leur élimination sur la route de la traversée. Une première campagne avait été menée en 2013 pour tester une méthode qui a fonctionné. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. La route de la traversée, connue pour sa biodiversité, est devenue un lieu surveillé depuis la plantation des bambous. Sur cette parcelle, plus de 8 mètres cubes de bambou sont éradiqués par rapport à leur aspect accidentogène. Lorsqu'il pleut sur les cannes de bambou, les feuilles de bambou, ça constitue une voûte. Et le bambou, sous le poids de l'eau, descend vers la route. Il constitue pour la voiture qui passe un danger permanent. Et par ailleurs, il faut un ensoleillement de la route. Lorsqu'une route bitumée n'est pas ensoleillée, il se crée dessus une espèce d'humidité qui est particulièrement dangereuse pour la circulation automobile. Pour répondre à cette situation, une convention a été signée entre le Parc national, la DEAL et l'ONF. En 2013, une première phase a été entamée. Après abattage, les bambous seront broyés. Nous appliquons le protocole que nous avons mis en place en 2013, à savoir la coupe, le broyage, puis on va bâcher les 8 touffes pour étouffer en fait les repousses qui pourraient revenir afin d'éliminer définitivement ces 8 touffes-là. L'élimination définitive du bambou en bord de route prendra du temps et sera une économie par rapport au coût d'entretien qu'il impose. Chaque fois que le budget du parc le permettra, nous procéderons, je ne sais pas, on mettra le temps qu'il faudra, nous ferons en sorte d'en éliminer une touffe, 2 touffes, 3 touffes, une dizaine de touffes par an en fonction du lieu où il se trouve, parce que ça coûte excessivement cher. Le bambou n'est pas un matériau facile à travailler, donc il faut qu'on aille par petites doses. L'ONF accorde un don des plants de bambou aux particuliers souhaitant en posséder pour diverses créations artisanales. La plantation n'est pas autorisée. Place aux informations pratiques maintenant. Vous avez encore quelques heures pour faire des réserves d'eau. Si vous habitez à Sainte-Anne, la distribution du précieux liquide sera interrompue dès ce soir 22 h avec un retour à la normale prévu demain en début de matinée. Et le 7e art sera à l'honneur demain à Lamentin dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme. Pour tout renseignement, un numéro est à disposition, le 25 36 48 ou encore l'adresse email de la ville du Lamentin. Et puis toujours dans cette même commune, il y aura le mois du créole qui commencera demain à 18 h 30 avec une soirée poésie et slam créole. Et puis la ville de Petit-Bourg recherche des intervenants dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Vous pouvez vous inscrire au CCAS du 5 au 14 octobre avec les informations qui sont disponibles au 0590 95 36 06. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée de Bainbridge aux Abîmes de 8 h 30 à 13 h. Et puis si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp ou encore pour les communiquer, d'envoyer vos fax au 60 65 63 ou par email b.fiari@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.